D'abord, Papa Ndiaye, nous le savons, croit nécessaire de faire une grande place à l'éducation sexuelle à l'école, Mathieu Bocoté, et cela au nom de la lutte contre les discriminations sexistes. SOS Éducation s'inquiète de la nature de ces cours et a voulu alerter la population à propos de certaines dérives, en faisant parvenir au ministre de l'Éducation une lettre détaillée que vous avez eue à ce sujet. Les parents, Mathieu Bocoté, évoquent des enfants traumatisés. Mais quelle forme prennent ces cours? À quoi ressemble cette formation sexuelle aux enfants? On veut tout savoir. Ouais, alors, avant d'en arriver justement à ce dérapage, ces dérives évoquées par SOS Éducation, il faut en revenir sur la nature de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation à la sexualité à l'école. Alors, c'est une obligation depuis 2001. Ça fait partie du programme pédagogique depuis 2001. Mais on pourrait dire que c'est, selon les autorités, c'était jusqu'à tout récemment l'enfant pauvre de la formation. En gros, dès lors qu'on avait une minute à prendre quelque part, on apprenait sur cette éducation en disant qu'il y avait probablement d'autres choses enseignées à l'école que ce qu'ils appellent l'éducation à la sexualité. Septembre 2022, Papa Ndiaye annonce qu'il donnera une grande importance à la chose, qu'il veut en faire un élément central de son action comme ministre. Il nous explique qu'elle ne doit plus passer à la trappe et il y revient d'ailleurs, soit dit en passant, en mars, donc il y a quelques semaines à peine, en disant qu'il faut véritablement lui accorder toute son importance. D'autant que trois associations ont saisi le tribunal de 2 mars, ont saisi le tribunal administratif de Paris pour demander la pleine application de la loi qui rendait ces cours obligatoires. Les associations SILAction, SOS Homophobie et le planning familial. Donc, trois associations qui disent ces cours sont nécessaires et le gouvernement, le ministère pour l'instant n'y donne pas assez d'importance. Il faut prendre cela au sérieux. Alors, vous me demanderez, mais qu'est-ce que l'éducation à la sexualité à l'école? Qu'est-ce qu'on entend par ce terme? Une chose, en fait, qui revient constamment quand on se penche sur la question, c'est que ce n'est plus ce qu'on pourrait appeler le traditionnel cours de biologie. Hein, le cours de biologie, en fait, on présente toujours d'ailleurs le cours de biologie comme si c'était une forme de savoir dépassé et inutile qui n'était plus pertinent aujourd'hui. Peut-être d'ailleurs, est-ce pour cela qu'on croit que les hommes et les femmes n'existent plus aujourd'hui? Dès lors qu'on congédie la biologie, on peut s'imaginer que les hommes et les femmes n'existent plus. Je laisse de côté le mauvais esprit. Et pardonnez-moi, vous dînerez l'école aussi. Quel âge aussi? Oui, bien sûr, ça c'est important. Oui, Oui, mais alors ça commence tôt. Donc, quel est l'objectif de ce cours? Alors, quand on s'intéresse au ministre, les objectifs qu'il nous donne de la lutte de l'éducation à la sexualité, réduction des nombres de grossesses précoces, la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, mais aussi la lutte contre les discriminations, les violences sexistes et sexuelles et les LGBT-phobies. Quand c'était annoncé qu'il y aurait un retour justement de ces cours, un conseil ministériel, c'était rapporté je crois par France Info, j'espère ne pas me tromper, disait qu'il fallait aussi que ça contribue à une lutte contre les préjugés de genre. Et là, notamment, l'argument suivant, les garçons sont trop souvent élevés dans un idéal de force, de virilité. Ah bon? Quand on a, ah bon, c'est mauvais. Quand on a encore tendance à associer les filles à la douceur ou à la soumission, expliquait donc un conseiller ministériel dans le dossier. Donc, on comprend, c'est intéressant, la définition de l'éducation à la sexualité évolue. D'abord, ce qu'on pourrait dire, c'est la biologie de base, c'est ce qui serait peut-être pas inutile. Oui. Ensuite, on nous explique que ça a pour vocation de lutter contre les préjugés sexistes, les grossesses précoces, donc des questions de santé publique. On peut comprendre l'utilité. Bien sûr. Et puis on pourrait ajouter, je le dirai à la fin, tout ce qui touche à la pornographie. C'est peu évoqué. Mais on pourrait. Mais là, très rapidement, on bascule. Donc, la lutte contre les stéréotypes de genre. Quand on s'intéresse aux associations qui ont exigé une plus grande importance pour l'éducation à la sexualité, là, ça va encore plus loin dans la fonction et la mission qu'on accorde à cette éducation à l'école. SOS Homophobie demande, par exemple, que l'éducation à la sexualité permette de déconstruire les stéréotypes et les idées reçues qui forment le terreau des LGBTI-phobies, particulièrement à l'école. Reste à voir ce qu'on entend par ce terreau d'idées reçues. Le planning familial va un peu plus loin. Le planning familial, vous savez, ceux qui considèrent qu'un homme peut être enceinte. C'est une information parmi d'autres. Considérer qu'il faut contribuer, cette éducation doit faire en sorte qu'on puisse éviter de contribuer à reproduire un système binaire. Un système binaire, c'est un système fondé sur l'existence de l'homme et de la femme. C'est important. D'autant que ces sujets, comme homo, bisexualité, asexualité, transidentité et questionnement autour de l'identité de genre, polyamour, font partie de la réalité des jeunes. Le planning familial, toujours, veut aller encore plus loin. Il veut, je cite,
interroger les rapports sociaux de sexe, la hiérarchie entre les sexualités, les normes et les tabous, ce qui permettrait, ajoute-t-on, d'élargir le champ des possibles. Alors, quelle forme prend l'éducation à la sexualité à l'école? Il y a différentes formes possibles. Il peut y avoir l'infirmière qui s'en occupe, il peut y avoir l'enseignant ou l'enseignante qui s'en occupe, il peut y avoir aussi des associations qui prennent en charge la formation. Quelle forme ces cours, surtout donnés par les associations, peuvent prendre? Mais ça, comme je dis, il y a plusieurs formes possibles. Généralement, alors je précise, ça commence avec une séquence où on définit les termes. Et pardon, avant d'aller dans le dur, parce que je sens que ça... Ce sont des associations donc, qui viennent à l'école. Hein. Alors, comme je dis, les cours cette formation est assurée par plusieurs pôles possibles. Et il y a, je dirais, une part, non pas de flou, mais il y a plusieurs manières, en fait, de porter cette éducation. À partir de quel âge? Alors, j'arrive. Ça peut commencer très tôt, ça peut aller jusqu'à 7 ans. Soyez patient. Donc, on va, par exemple, diffuser un film. On va prendre la peine de définir quelques termes. Sexisme, racisme, LGBTI, phobie. Et ensuite, on va avoir une discussion avec les élèves pour déconstruire les idées reçues. Et à la fin, il va y avoir... ça, c'est une méthode qui nous vient de Scandinavie. J'ai appris ça. On va mettre une série de questions, avec des petits papiers blancs, des questions pour les élèves. Et là, le formateur va avoir la responsabilité de répondre à toutes les questions qui sont posées, quelles qu'elles soient, toujours dans cette logique, évidemment, de déconstruction des stéréotypes. Alors, on pourrait se demander simplement, est-ce que c'est véritablement la fonction de l'école d'aller aussi loin dans cette définition étendue de l'éducation à la sexualité? Et on peut se demander s'il y a des dérives. Vous venez de parler de SOS Éducation, on en a parlé justement, qui ont écrit une lettre au ministre de l'Éducation. Quelle forme a pris leur mise en garde, justement? Mise en garde, dérive, vous avez tout à fait raison, c'est le bon terme, je crois, mise en garde. SOS Éducation nous en informe, c'est une lettre envoyée de 6 pages et qui raconte une de ces séances qui se passe en janvier-février 2023. Et il y a quelque chose d'un peu étonnant. Donc, en gros, ce sont des enfants autour de 10 ans. 10 ans. Et là, on va avoir un cours d'éducation à la sexualité qui est, disons, ambitieux dans son mandat. Donc, la séance est présentée, les enfants sont censés répondre des petites questions, et là, c'est l'infirmière qui est en charge de poser les questions. Et voilà les enfants sont traumatisés. Hein, ils vont rapporter ça à leurs parents, puis je donne ce qu'ils ont rapporté à leurs parents pour qu'on donne une idée du contenu de cet enseignement improbable. J'espère que ça sonnera un peu grossier ou grivois ou à tout le moins inadapté, inapproprié. Je m'en excuse à l'avance. Mais si les enfants peuvent entendre? Alors, je précise. Malheureusement. Je m'en excuse. C'est ce qui se dit à l'école. Alors, et voici les réponses apportées par l'infirmière aux élèves d'âge d'environ 10 ans. Pour le plaisir, une fille suce le pénis du garçon. Le garçon suce le vagin de la fille et peut avaler quelque chose. Pour le plaisir, la fille peut caresser délicatement les testicules du garçon. On peut faire le sexe dans les fesses et dites aux parents de vous vacciner contre le papillon. Alors, c'est précis à tout le moins. Pour ce qui est de la question des LGBT, on explique, alors dans cette séance, on a pris la peine de préciser la signification de chaque lettre. Je suis heureux qu'il ne soit pas en Amérique du Nord parce qu'il y aurait eu beaucoup plus que 4 lettres, soit dit en passant. Nous, on est rendu beaucoup, beaucoup plus loin. Et on a pris la peine d'expliquer qu'on peut changer de sexe. On peut changer de sexe en prenant des médicaments qui permettent de changer de sexe lorsqu'on est enfant. Donc, la possibilité de changer de sexe, elle est donnée aux enfants de 10 ans dans le cadre de cette activité pédagogique. Les enfants arrivent chez eux, un peu traumatisés. Les réactions sont assez... C'est ce qui est rapporté par SOS Éducation. Certains sont en pleurs, en larmes. Certains, au moment de recevoir des cours, étaient sur le mode « je ne veux pas entendre et ainsi de suite. Donc, vous voyez une forme de traumatisme. À tout le moins, il y a un choc. Les parents vont rencontrer la direction de l'école qui dit « Ah, ben en effet, d'autant que l'enseignante n'était pas là, il n'y avait que l'infirmière qui était là dans les circonstances. Et on s'en excuse, c'était inapproprié. » L'enseignante de retour s'amuse, commente un peu tout cela et ajoute, c'est important de le dire, que la fellation pour elle était par exemple une activité et que, à des enfants de 10 ans, et que la prise de bloqueurs de puberté n'était pas obligatoire. Alors, qu'est-ce qu'on doit voir à travers... C'est quand même... C'est pas... Merci de préciser que c'est pas obligatoire. Peut-être qu'un jour, ça le sera. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à travers cette séquence rapportée par SOS Éducation? On passe d'un enseignement de base sur la différence sexuée, qui est un enseignement de biologie élémentaire pour la connaissance du corps humain. Je pense qu'il pourrait nous rassembler tous, du plus grand des athées au plus ardent des Amish. Je pense qu'on peut tous être d'accord autour de cela.
à un enseignement déconstructeur. Il faut déconstruire, je le disais plus tôt, ça faisait même partie du discours ministériel, les préjugés de genre, ce qu'ils appellent les préjugés de genre, la binarité, la représentation de l'identité sexuelle classique. Bon. Et le point d'aboutissement, c'est un enseignement que l'on pourrait dire quasi pornographique aux enfants de 10 ans. Et je précise juste au cas où on se comprenne mal, je suis en ces matières, mais très, très, très loin de toute forme de puritanisme en matière de vie privée, de vie intime. Les gens font ce qu'ils veulent de leur vie. Mais quand on dit 10 ans, ça change la chose. Quand on dit l'école et 10 ans, c'est que là, c'est pas une question de morale dont on parle. C'est une question de formation des consciences, de formation psychique, de formation de la psychologie des élèves. Et on peut se demander si faire un tel enseignement à des enfants de 10 ans, s'il ne s'agit pas d'une forme de viol des consciences. Alors, que devrait être le contenu de l'éducation sexuelle à l'école? Dernière question. Franchement, dans la mesure où il doit y en avoir, hein, biologie. Existence des hommes et des femmes. Ça pourrait quand même nous libérer de bien des discours un peu farfelus qui traînent dans la société. J'ajouterais la lutte contre l'emprise pornographique sur la formation de l'imaginaire érotique et de la formation du sentiment amoureux. S'il y a un travail essentiel à faire, je crois que ça ressemble à ça. Sinon, si on a tant de temps que ça disponible à l'école, je propose de mettre de l'avant la littérature, les mathématiques, l'histoire, la géographie. Je pense qu'en dernière instance, tout cela correspond à la fonction de l'école, bien davantage que de construire une école de la déconstruction inclusive, post-genrée, où finalement on explique que le sexe peut aussi se faire dans les fesses, ce dont nul ne doute, mais fallait-il le dire aux enfants? Shocking. Sans transition. C'est vrai que l'éducation, c'est mieux par la tête, hein, quand même. Non, mais c'est important pour nous de parler de ce genre de sujet parce que ce sont des sujets qu'on n'entend pas, justement, et qui touchent l'éducation des enfants à l'école et à l'insu du plein gré des parents. Oui, en un mot, je peux me permettre, et faire passer la critique de cela pour de l'homophobie ou de la transphobie, c'est quand même culotté. Il n'y a pas d'homophobie ou de transphobie là-dedans. On parle des La tolérance, enfants. oui, mais parler de voilà, c'est quand même assez chaud. Que les enfants n'ont même pas. Que les enfants n'ont pas. C'est quoi les préjugés enfin, bref, bon.